Début septembre 2019, Samuela Chirivakayawa travaillait comme jardinier. Ancien instituteur originaire des Fidji, il avait déménagé en Australie pour commencer une nouvelle vie après une série d'événements personnels compliqués. Samuela voulait tout recommencer à zéro. Mais sans le savoir, sa fin tragique approchait rapidement. À 40 ans, Samuela Chirivakayawa avait récemment quitté les Fidji pour s'installer en Australie à la recherche d'un nouveau départ et de meilleures opportunités. Enseignant de profession, Samuela avait déménagé à Sydney après avoir enterré son père plus tôt dans l'année et avait ensuite trouvé un emploi chez un Arbor Tree Services, une entreprise de gestion d'arbres. Il enseignait aux Fidji à Silana, un village côtier travaillant aux côtés de bénévoles occidentaux. Samuela était positif et dévoué malgré les défis personnels qu'il affrontait, notamment des problèmes conjugaux. Il s'efforçait de se reconstruire une nouvelle vie. Et il était enthousiaste à l'idée de son nouveau foyer, l'Australie, du moins à en juger par ses comptes sur les réseaux sociaux. L'homme partageait souvent des photos de lui devant des monuments emblématiques comme le Sydney Harbour et l'Opéra de Sydney. C'était le matin du 7 septembre 2019, un samedi, et Samuela travaillait à l'école Cromhurst à Lynfield, Sydney, avec 2 autres collègues. Conformément aux spécifications de conception de l'équipement, il nourrissait manuellement des branches dans un broyeur à bois, une tâche qui aurait dû être effectuée à l'aide d'un chargeur mécanique plutôt qu'à la main. À un moment donné, ses collègues ont dû s'éloigner pour déplacer une voiture. Samuela a continué à travailler, c'est alors que l'impensable s'est produit. Samuela a été aspirée dans la trémie d'alimentation du broyeur à bois et dans le tambour interne du disque. Lorsque ses collègues sont finalement revenus, ils ont été confrontés à une scène troublante et dérangeante. Samuela avait disparu et il y avait du sang partout sur la machine. Il n'a pas fallu longtemps aux 2 travailleurs pour comprendre ce qui s'était passé et pour alerter les autorités locales. À la suite de l'incident, SafeWork New South Wales, NSWTO, a lancé une enquête approfondie sur les circonstances entourant la mort de Samuela. L'enquête a révélé des violations significatives des normes de sécurité par un Arbor Tree Services, l'entreprise qui employait Samuela. Le broyeur à bois en question n'était pas censé être alimenté manuellement et portait des avertissements clairs contre une telle utilisation. Danger, ne pas nourrir cette machine à la main, des blessures graves ou la mort peuvent en résulter. Malgré ces avertissements, l'entreprise n'a pas réalisé une évaluation adéquate des risques liés à l'équipement et a permis son utilisation de manière non sécurisée et contre les instructions du fabricant. De plus, le broyeur à bois était connu pour être défectueux à l'époque, mais l'entreprise de gestion d'arbres n'avait pas remédié à ce problème. Le tribunal a jugé que la culpabilité de l'entreprise était raisonnablement élevée, notant que les dommages prévisibles d'une telle négligence étaient extrêmes et que les mesures pour les éviter étaient simples et peu contraignantes. A1 Arbor Tree Services a initialement reçu une amende de 3 millions de dollars. Mais en raison d'un plaidoyer de culpabilité, l'amende a finalement été réduite à 2,25 millions de dollars. La ministre de la Santé et de la Sécurité au travail de la NSWTO, Sophie Kotsisi, a déclaré que la mort tragique de Samuela Chirivakayawa était entièrement évitable et a souligné l'importance du respect des lois sur la sécurité au travail. Elle a rappelé que les travailleurs devraient pouvoir exercer leurs fonctions sans craindre pour leur vie et a insisté sur la nécessité de contrôles de sécurité rigoureux pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Amis et collègues se souviennent de Samuela Chirivakayawa comme d'un individu humble, travailleur, avec un talent pour faire rire les gens. Nous sommes le 6 juin 2024 au centre complet de lutte contre le cancer de l'Université de Chicago, situé à Hyde Park. David O'Donnell, un ouvrier de construction de 27 ans employé par High Tech Stakeout, travaillait sur un échafaudage avec Jeffrey Spirka, un ferrailleur expérimenté. David, diligent et dévoué, se concentrait sur ses tâches en hauteur, ignorant le danger imminent qui allait bouleverser leur vie à tous les 2. La construction du centre de lutte contre le cancer impliquait plusieurs entrepreneurs, avec Turner Construction en tant qu'entrepreneur général et Adjustable Forms Incorporated responsable de l'échafaudage. Le projet avançait sans encombre, mais le temps à Chicago est devenu dangereux ce jour-là. En fin de matinée, le vent s'est intensifié, atteignant 66 km/h. Malgré ces conditions, le travail se poursuivait. Les ouvriers avaient déjà exprimé des inquiétudes quant à la stabilité de l'échafaudage, notamment au coin sud-ouest où il était attaché au bâtiment. Malheureusement, ces avertissements ont été ignorés. L'échafaudage, à plus de 30 mètres du sol, avait une connexion fragile impliquant une planche de contreplaqué d'1,20 m clouée à la structure. Ce pont de fortune allait bientôt devenir une faille fatale. Vers midi, le vent s'est encore renforcé, atteignant un pic de 70 km/h.
Des témoins ont vu l'échafaudage osciller dangereusement. David et Jeffrey se trouvaient sur la plateforme lorsque le coin de l'échafaudage, mal sécurisé, a commencé à se détacher du bâtiment. Le pont en contreplaqué a cédé, entraînant l'effondrement de l'échafaudage. David et Jeffrey ont chuté de plus de 24 mètres. David, sans harnais ni corde, a percuté le sol et est décédé malgré les tentatives de sauvetage. Jeffrey, bien que grièvement blessé, a survécu et a été transporté d'urgence à l'hôpital avec de graves blessures au cerveau et au corps. Sa survie est attribuée à une couche de tuyaux en PVC qui a amorti sa chute. Le chantier de construction a été fermé et des enquêtes par l'Occupational Safety and Health Administration, OSHA, et d'autres agences ont commencé. La famille de David, dévastée, a intenté une action en justice pour homicide involontaire contre Turner Construction et Adjustable Forms Incorporated. Ils ont invoqué la négligence, citant des mesures de sécurité inadéquates et l'incapacité de l'échafaudage à résister au vent. Jeffrey Spirka, représenté par l'avocat Lou Cairo, a poursuivi les mêmes entreprises. Représentant les deux familles, Cairo a pointé les manquements en matière de sécurité et critiqué la décision de continuer à travailler par un vent si fort. Les poursuites judiciaires ont mis en évidence la mauvaise condition de l'échafaudage, en particulier le pont en contreplaqué au coin, sécurisé uniquement par quelques clous. L'effondrement s'est produit à ce point faible, entraînant la chute de David et Jeffrey. Les directives de l'OSHA stipulent que le travail doit cesser en cas de vent fort, sauf si un expert compétent juge la situation sûre et que les travailleurs doivent disposer d'une protection contre les chutes appropriées. David et Jeffrey, seulement vêtus de gilets fluorescents, étaient vulnérables sur l'échafaudage oscillant. Le porte-parole de Turner, Chris McFadden, a souligné l'engagement de l'entreprise en matière de sécurité et a suspendu toutes les activités de construction en attendant l'enquête. Le président d'Adjustable Forms, Eric Lindquist, a reconnu la tragédie et a présenté ses condoléances. Alors que les enquêtes se poursuivaient, des questions se sont posées sur les raisons pour lesquelles les avertissements des travailleurs ont été ignorés. Les poursuites judiciaires ont révélé une lacune critique dans la surveillance de la sécurité et ont remis en question les pratiques de l'entrepreneur général et du sous-traitant. La famille O'Donnell a cherché à obtenir justice par le biais de leur action en justice, exigeant des dommages-intérêts importants pour renforcer les protocoles de sécurité dans l'industrie de la construction. La mort de David n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de l'importance des réglementations en matière de sécurité. Jeffrey Spirka faisait face à un long chemin à parcourir. Son procès visait à obtenir justice et à mettre en évidence la nécessité de meilleures mesures de sécurité. L'accident l'a laissé avec des cicatrices physiques et émotionnelles, et l'action en justice de sa famille visait à assurer la justice et le soutien pour sa guérison. L'industrie de la construction était attentif aux poursuites, car ils allaient déterminer les indemnisations pour les familles et les normes pour le traitement de cas similaires à l'avenir. Aux premières heures du 11 octobre 2012, à l'usine Bumblebee Foods de Santa Fe Springs, le froid et le silence régnaient. Le faible bourdonnement des machines était le seul bruit à rompre le calme du matin. José Melena, un vétéran de 62 ans de l'usine, arrivait comme chaque jour, bien avant le lever du soleil. Son travail était une source de fierté pour lui. Homme de routine, il était reconnu pour sa fiabilité et son dévouement. L'usine était un labyrinthe de machines, de tuyaux et de lignes de production, où la moindre erreur pouvait se transformer en catastrophe. José le savait bien, ayant passé des années à en naviguer les complexités. Ce matin-là, il devait effectuer des travaux de maintenance sur l'un des fours industriels, un énorme autoclave utilisé pour traiter des milliers de kilos de thon en conserve. Alors que José entrait dans le four pour commencer son travail, il fut entouré de silence et d'obscurité, la lourde porte se refermant derrière lui. Il se déplaçait méthodiquement, vérifiant tout signe d'usure ou de dysfonctionnement, une routine qu'il avait accomplie d'innombrables fois auparavant. Ce matin, cependant, allait être différent de tous les autres. Ailleurs, dans l'usine, un collègue poursuivait ses tâches, ignorant la présence de José à l'intérieur du four. Dans un enchaînement tragique, ce collègue pensa que José avait pris une brève pause, peut-être pour aller aux toilettes. Croyant le four vide, il commença à le charger avec 12 000 livres de thon en conserve, scellant la lourde porte et lançant le cycle à haute température de la machine. Le processus mortel démarra dans une escalade silencieuse mais implacable, la température à l'intérieur du four augmentant progressivement pour atteindre 270 degrés Fahrenheit. José, toujours à l'intérieur, était inconscient du danger imminent. Les parois autour de lui commencèrent à chauffer, l'air se chargeant d'une chaleur oppressante. La réalisation du danger arriva lentement, se transformant en horreur lorsqu'il comprit la grave erreur qui avait été commise. Le four, devenu une chambre scellée de mort, ne lui laissait aucune issue.
Ses appels à l'aide furent étouffés par le bourdonnement incessant des machines de l'usine, inaudible pour ses collègues. 2 heures s'écoulèrent avant qu'un superviseur ne remarque l'absence de José. L'interphone crépita, l'appelant dans toute l'installation et le parking. La panique s'empara des employés alors qu'ils cherchaient dans chaque recoin, le cœur se serrant à chaque minute qui passait. Le four industriel, sentinelle silencieuse au milieu du chaos, continuait son cycle mortel, passé inaperçu dans la recherche frénétique. La découverte macabre eut lieu lorsque le four fut enfin arrêté et ouvert. Le corps de José gisait à l'intérieur, témoignage cru de la douleur inimaginable qu'il avait endurée. La réalité de sa mort, si horrible et inattendue, fit l'effet d'un choc dans l'usine et au sein de la communauté. Les conséquences furent un tourbillon de chagrin, de colère et de procédures judiciaires. Bumblebee Foods, le directeur des opérations de l'usine Angel Rodriguez et l'ancien responsable de la sécurité Saul Flores furent accusés de multiples violations des règles de l'administration de la sécurité et de la santé au travail, OSHA. Ces accusations soulignaient l'incapacité de l'entreprise à mettre en œuvre des mesures de sécurité essentielles, y compris des plans de sécurité appropriés, des règles pour les travailleurs entrant dans des espaces confinés et des procédures pour s'assurer que les machines étaient éteintes lorsqu'une personne s'y trouvait. L'accusation était simple. Rodriguez et Flores risquaient jusqu'à 3 ans de prison et de lourdes amendes en cas de condamnation. Bumblebee Foods, déjà cité par l'Agence de sécurité au travail de l'État pour ne pas avoir évalué les dangers posés par ces grands fours, faisait face à une amende potentielle de 1 500 000 $. La bataille juridique fut intense, soulignant la nécessité impérieuse de responsabilité et d'amélioration des normes de sécurité dans les lieux de travail industriels. 3 ans après l'incident, un accord historique fut conclu. Bumblebee Foods accepta de payer 6 millions de $, le plus grand règlement de violation mortelle au travail de l'histoire de la Californie. Cet accord marqua un changement significatif dans l'approche de l'entreprise en matière de sécurité des travailleurs. Bumblebee Foods s'engagea à moderniser ses fours pour empêcher l'emprisonnement des travailleurs, à mettre en place des programmes complets de formation à la sécurité et à admettre une accusation de délit mineur pour avoir sciemment omis de fournir un programme de sécurité efficace. Rodriguez et Flores furent également sanctionnés. Tous deux plaidèrent coupables à des accusations de délits mineurs, recevant des amendes et des travaux d'intérêt général. Ces sanctions, bien que significatives, étaient insignifiantes en comparaison du chagrin et de la perte subie par la famille. Ils reçurent 1 500 000 $ dans le cadre du règlement, ce qui fut une maigre consolation pour le vide irremplaçable laissé dans leur vie. Le 15 août 2017, dans la dense forêt de Sirowi, près de Sumfelinfach, au sud du pays de Galles, Ben Thomas, un jeune homme de 24 ans originaire d'Aberbargwed, Caerphilly, travaillait comme ouvrier forestier pour Trifines, une entreprise basée à Pontypool depuis avril 2017. Bien que ce fût son jour de repos, Ben avait accepté de travailler en plus. Ce jour-là, une tâche de coupe d'arbres de routine allait conduire à un tragique accident. Avant de devenir bûcheron, Ben était échafaudeur, mais il aspirait à travailler en plein air. Après avoir obtenu ses qualifications en sylviculture en janvier 2017, il était ravi de commencer avec Trifines. Connu pour son enthousiasme et son travail acharné, Ben était heureux de participer au défrichement d'arbres pour Natural Resources Wales dans la forêt de Sirowi, une région qu'il aimait. Ce matin fatidique, Ben est arrivé sur le site prêt à travailler aux côtés de ses collègues Mark Whitehead et Elliot Wilmer. L'équipe respectait les protocoles de sécurité, travaillant à des distances sûres, environ 50 mètres l'un de l'autre, pendant qu'ils coupaient des arbres. Cet espacement était une mesure de sécurité cruciale pour prévenir les accidents pendant le processus de coupe. Ben utilisait sa tronçonneuse sur un mélèze, travaillant hors de vue de Mark et Elliot, qui étaient occupés à leur tâche. Vers midi, Ben cria « J'ai fini !» pour signaler qu'il avait terminé son travail. Mark et Elliot l'entendirent et continuèrent leur tâche après avoir mis leur protecteur d'oreille. Quelques minutes passèrent et ils n'entendaient plus aucun bruit venant de Ben. Le bruit de sa tronçonneuse s'était arrêté. Inquiets, ils enlevèrent leur protecteur d'oreille et écoutèrent attentivement, n'entendant que le léger ronronnement au ralenti de la tronçonneuse de Ben. Ils se précipitèrent vers le bruit et découvrirent une scène horrifiante. Ben était piégé sous un grand arbre. Le mélèze qu'il avait abattu avait fait tomber un autre arbre qui penchait dangereusement sur lui. Mark et Elliot essayèrent immédiatement de couper l'arbre pour libérer Ben, mais leurs efforts furent vains. Ben avait subi des blessures graves et ne répondait plus. Les services d'urgence furent appelés et le secouriste Daniel Waits arriva, naviguant à travers le terrain difficile jonché d'arbres tombés. En atteignant Ben, il était clair qu'il était déjà décédé. Le corps de Ben montrait des traumatismes importants,
avec des contusions graves à la tête et une poitrine molle et souple. Un examen post-mortem révéla l'étendue des blessures de Ben. Côte fracturée, poumons lacérés et asphyxie par écrasement. Les tests confirmèrent que Ben n'avait ni alcool ni drogue dans son système au moment de sa mort. L'incident déclencha des enquêtes menées par la police de Gwent. L'enquête du tribunal du coroner de Newport visa à comprendre comment un accident avait pu se produire pour un travailleur aussi diligent que Ben. Les témoignages de ses collègues, de son superviseur et d'experts de l'industrie décrivirent une malchance tragique. Mark Whitehead, le directeur de Trifines, décrivit Ben comme un travailleur sûr qui avait coupé environ 15 000 arbres durant sa courte période avec l'entreprise. Il souligna que Ben suivait les directives de sécurité appropriées qui stipulent que l'abattage d'arbres doit être effectué seul, mais sous supervision à distance. Elliot Wilmer se rappela des derniers mots de Ben et de leurs efforts pour le sauver. Il décrivit l'horreur de leurs vaines tentatives et comment ils ont fait face à la tragédie. L'expert en sylviculture, Martin Lennon, expliqua que l'arbre qui est tombé sur Ben penchait depuis longtemps. Cet arbre, dormant, n'était pas visible de la position de Ben. Lorsque Ben a coupé son arbre, l'arbre dormant a été déstabilisé et s'est effondré, causant ses blessures mortelles. Le jury de l'enquête conclut que la mort de Ben était accidentelle. La coroner en chef, Caroline Saunders, nota qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que Ben n'aurait pas dû abattre des arbres ce jour-là. Le rapport du coroner souligna que Ben et ses collègues avaient suivi les procédures standards et respecté les consignes de sécurité. Malgré le dénouement dévastateur, l'enquête disculpa Trifines de toute négligence. Le HSE confirma que l'accident tragique résultait de l'arbre dormant imprévu et non d'une violation des normes de sécurité par l'entreprise. Le 2 juin 2022, une tragédie dévastatrice s'est produite. Steven Dierkes, père de 3 enfants âgés de 39 ans, travaillait à la fonderie Caterpillar à Mapleton dans l'Illinois. C'était seulement son 9e jour de travail, une journée qui avait commencé comme les autres, mais qui allait tragiquement être sa dernière. À l'insu de Steven, les dangers de son lieu de travail étaient omniprésents. Steven Dierkes était un homme de famille. Il aimait sa compagne, Jessica Sutter, et leurs 3 filles, âgées de 4, 5 et 12 ans. Résidant à Peoria dans l'Illinois, Steven était connu pour son tempérament travailleur et sa nature douce. Il venait tout juste de commencer un nouvel emploi à la fonderie de Caterpillar 9 jours plus tôt, pour être précis. Steven avait de grands espoirs pour ce travail et espérait pouvoir subvenir aux besoins de sa famille après une période de chômage. La fonderie de Caterpillar à Mapleton est l'une des plus grandes des États-Unis, une installation industrielle véritablement significative. Elle peut fondre jusqu'à 1000 tonnes de fer par jour, produisant une variété de pièces moulées. Cependant, étant donné les températures extrêmes et les conditions dangereuses du processus de fusion, les employés de la fonderie sont constamment engagés dans des opérations à haut risque. Ils nécessitent une formation approfondie pour être prêts à effectuer leur travail en toute sécurité. Cependant, malgré son importance industrielle et sa production massive, la fonderie avait quelques préoccupations en matière de sécurité. Vers 9h20, ce jeudi fatidique, Steven Dierkes devait accomplir une tâche apparemment simple, prélever un échantillon de fer fondu chauffé à une température stupéfiante de 1426 degrés Celsius. Cependant, bien que cette tâche puisse sembler anodine, elle était extrêmement dangereuse car Steven travaillait à proximité d'un creuset, un récipient dans lequel des éléments métalliques sont fondus pour être moulés en de nouveaux objets. Une erreur de sa part aurait pu être fatale. Malheureusement, une simple erreur de sa part a suffi pour que le drame se produise. Alors qu'il effectuait cette tâche, Steven a trébuché. Il n'y avait ni rambarde, ni autre mesure de protection en place. Steven est tombé dans le creuset mortel, mais seulement en partie. Il a été littéralement fondu à moitié par la température impitoyable. Un peu avant 10h, le bureau du coroner du comté de Peoria et le bureau du shérif du comté de Peoria ont reçu un appel signalant l'accident. 20 minutes plus tard, à 10h20, l'ensemble de l'installation avait été évacué. Des heures plus tard, l'équipe du coroner a recherché les restes de Steven Dierkes. Ils n'ont trouvé que de petits fragments d'os. Ils ont conclu que Steven était décédé à la suite d'une annihilation thermique. L'Occupational Safety and Health Administration, OSHA, a enquêté sur l'incident. Bill Donovan, l'administrateur régional de Chicago, a noté que la mort de Dierkes aurait pu être évitée si des mesures de sécurité appropriées avaient été en place. L'OSHA a proposé une amende de 145 027 $, soit le maximum autorisé par la loi fédérale. Malgré cela, il n'y avait aucun signe d'une enquête criminelle. Certains ont critiqué la décision de ne pas poursuivre une enquête criminelle évoquant un double standard.
Ils affirmaient que les petites entreprises étaient souvent sous une surveillance plus stricte, mais que les grandes multinationales bénéficiaient d'une plus grande indulgence. Après l'accident de Steven, les employés de la fonderie ont exprimé leurs préoccupations concernant les mesures de sécurité. Les témoignages des travailleurs décrivaient un environnement marqué par de mauvaises normes de sécurité et des conditions épuisantes. La mort d'un autre ouvrier, Scott Adams, 6 mois avant l'accident de Dierck, a souligné davantage les problèmes de sécurité persistants au sein de l'installation. Malgré ces incidents, Caterpillar a réagi à ces préoccupations en affirmant que la sécurité était une priorité absolue. Mais les travailleurs avaient l'impression que les actions de l'entreprise disaient le contraire. Jessica Sutter, la compagne de Steven, a tenu Caterpillar pour responsable de sa mort, reprochant le manque de précautions de sécurité dans l'établissement. Elle a exprimé sa douleur et sa colère, affirmant que Steven avait été arraché à sa famille à cause de ses défaillances. De plus, Jessica a déclaré que Caterpillar n'avait fourni aucune aide ou soutien à elle-même et à leur fille après la tragédie. C'était le 13 juillet 2023, près de Revelstoke, en Colombie-Britannique. L'été avait été impitoyable, avec des incendies de forêt ravageant la province. Ce jour-là, Devin Gale, une jeune femme de 19 ans, faisait ce à quoi elle se consacrait depuis 3 saisons. Combattre les incendies avec le BC Wildfire Service. Devin dégageait des broussailles dans une zone reculée où un petit incendie s'était déclaré. La famille, les amis et les collègues de Devin se souviennent d'elle comme d'une personne qui incarnait la compassion et l'altruisme. Elle était en 3e année à l'université de la Colombie-Britannique, Okanagan, où elle étudiait pour devenir infirmière. Cette double vocation de pompière et d'infirmière reflétait son engagement à servir les autres. La saison des feux de forêt en Colombie-Britannique a été particulièrement brutale cette année. La province fait face à une crise grave avec plus de 350 incendies de forêt qui font rage de manière incontrôlable, dévorant plus de 1,2 million d'hectares de forêt. La rareté des précipitations combinée à des conditions persistantes de chaleur et de sécheresse a exacerbé la gravité et la fréquence de ces incendies. Un appel urgent est lancé pour l'envoi de 1000 pompiers internationaux afin de soutenir les équipes locales débordées. Ce jeudi après-midi fatidique, Devin et son équipe étaient chargés de déblayer les broussailles dans une zone reculée, fortement boisée. Ce type de travail, bien qu'essentiel, est extrêmement dangereux. Les feux peuvent se rallumer rapidement et la forêt dense pose des dangers constants. Vers 15h30, la GRC de Revelstoke reçut un appel angoissant. Devin avait perdu le contact avec son équipe. Lorsqu'ils la retrouvèrent, ses collègues la découvrirent coincée sous un arbre tombé. Malgré leurs tentatives immédiates pour lui administrer les premiers soins et la transporter par hélicoptère à l'hôpital Queen Victoria, Devin succomba à ses blessures. La nouvelle du décès de Devin se répandit rapidement, attirant des condoléances de tout le Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau reconnut le courage et le sacrifice de Devin et de ses collègues pompiers dans ses expressions de tristesse. Le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, pleura également cette perte, la qualifiant de significative pour tous ceux impliqués avec le BC Wildfire Service en cette période particulièrement difficile. Le frère de Devin, Nolan Gale, partagea son chagrin et son admiration pour sa sœur dans un post Instagram émouvant. Il la décrivit comme attentionnée, travailleuse et altruiste. La mort de Devin fut une preuve des dangers auxquels sont confrontés les combattants des feux de forêt. Bien que les décès parmi ces individus courageux soient relativement rares, les risques qu'ils affrontent au quotidien sont immenses. Le BC Wildfire Service, WorkSafe BC, et le BC Coroner Service lancèrent des enquêtes pour comprendre les circonstances du décès de Devin dans le but de prévenir de tels incidents à l'avenir. Dans les jours suivant sa mort, une cérémonie commémorative fut organisée à Revelstoke en l'honneur de Devin. Des centaines de personnes se rassemblèrent dans les rues, y compris des membres du BC Wildfire Service, de divers services d'incendie et de la Gendarmerie royale du Canada, tous venus lui rendre hommage. Les frères et sœurs de Devin, Nolan et Keln, qui sont également pompiers, prononcèrent des hommages émouvants lors de la cérémonie. Ils parlèrent de la motivation, de la compassion et du dévouement inébranlable de Devin à aider les autres. Durant son hommage, Nolan loua Devin comme l'une des meilleures personnes qu'il ait connues, notant que son humilité l'aurait normalement empêché de recevoir de tels éloges. Pendant ce temps, Keln, luttant pour retenir ses larmes, exhorta chacun à se souvenir de l'héritage de Devin et de l'aggravation des conditions liées aux incendies de forêt. Elle encouragea à rire en mémoire de Devin. Stephen Hood, un collègue du BC Wildfire Service, décrivit Devin comme immensément belle et pleine de vie, soulignant son enthousiasme pour son travail et son esprit d'aventure. Un autre collègue, Cassie Robinson, se souvint de l'accueil chaleureux que réservait Devin aux nouveaux membres de l'équipe, veillant à ce qu'ils se sentent prêts et soutenus dans leur rôle difficile.
Née le 24 novembre 2003, elle a grandi à Langley, en Colombie-Britannique, et était connue pour sa participation à la natation et au ski de compétition. Sa passion, cependant, était la gymnastique sur trampoline, où elle s'entraînait et concourait avec le Revelstoke Acrobats Trampoline Club. Cet amour des défis physiques l'a finalement conduite à la lutte contre les incendies, où elle a canalisé son énergie pour protéger sa communauté. En plus de ses activités sportives, Devin était une étudiante assidue à l'UBC Okanagan. Leslie Cormack, la principale et vice-chancelière adjointe de l'UBCO, exprima la tristesse du campus face à la perte d'une étudiante prometteuse. Elle adressa ses plus sincères condoléances au nom de l'université, à la famille et aux amis de Devin, ainsi qu'à toute la communauté qui la connaissait et l'aimait. L'engagement double de Devin envers la lutte contre les incendies et les soins infirmiers reflétait son désir de faire une différence tangible dans la vie des gens. Sa détermination et son altruisme ont laissé une empreinte durable sur ceux qui l'ont connue. Les hommages de ses proches ont dressé le portrait d'une jeune femme dont la vie tragiquement interrompue était remplie de sens et de courage. La vaste usine Ventra Ionia de pièces automobiles au Michigan bourdonnait d'une activité de production incessante. Wanda Holbrook se distinguait dans cet environnement animé, rempli du balai mécanique des robots et du cliquetis des lignes d'assemblage. Technicienne de maintenance de 57 ans, originaire de Grand Rapids, Wanda était une présence rare dans le domaine dominé par les hommes des techniciens en robotique. Sa spécialité était de réparer les robots en cas de panne, une compétence qui la rendait indispensable à l'usine. Le parcours de Wanda pour devenir une figure respectée dans l'usine était marqué par la persévérance et le dévouement. Pendant 12 ans, elle avait navigué dans les complexités des machines dont elle avait la charge, gagnant le respect de ses pairs grâce à son expertise et son calme en toutes circonstances. Sa connaissance des robots était approfondie et sa capacité à résoudre les problèmes était presque instinctive. Pourtant, malgré son expérience et sa prudence, la tragédie la frappa le 7 juillet 2015. Comme tant d'autres journées avant celle-ci, ce matin-là, Wanda arriva tôt à son poste dans la zone des 100 cellules de l'usine. C'est là que les robots travaillaient de concert pour assembler des pare-chocs de camions et y souder des plaques. La tâche de Wanda était de s'assurer que ces robots fonctionnaient sans encombre et en toute sécurité. Cette zone de 750 mètres carrés était un espace où les mouvements précis et coordonnés des machines ne laissaient aucune place à l'erreur. Alors que Wanda travaillait, un robot dans la section 130 connut un dysfonctionnement. Son bras se mit à bouger de manière erratique pour des raisons inconnues, franchissant la limite de la section 140 où se trouvait Wanda. Sans prévenir, le bras du robot pénétra dans son espace de travail, la frappant avec une force brutale. Sa tête fut écrasée entre le bras du robot et un attelage que la machine tentait de placer. Lorsque ses collègues réalisèrent que quelque chose n'allait pas, les opérations s'étaient brusquement arrêtées, il était trop tard. Wanda fut retrouvée inanimée, son corps immobile dans l'étreinte froide et métallique des machines qu'elle avait si bien maîtrisées pendant des années. La nouvelle de la mort de Wanda se répandit rapidement dans l'usine, la perte soudaine et violente laissant un vide qui résonnait bien au-delà des murs de l'usine. Son mari, Bill Holbrook, ainsi que leurs 3 enfants et petits-enfants furent plongés dans le chagrin. Des dizaines de collègues, d'amis et de membres de la famille remplirent les 4 derniers bancs lors de ses funérailles, pleurant la perte d'une femme qui avait été un pilier tant pour sa famille que dans son domaine professionnel. Autrefois lieu de routine et d'ordre, l'usine était désormais un site de tristesse et d'incompréhension. Comment une telle chose avait-elle pu arriver ? Comment un robot censé exécuter des tâches spécifiques dans des limites strictes pouvait-il provoquer une telle défaillance catastrophique ? Ces questions hantaient Bill Holbrook, le poussant à chercher des réponses par le seul moyen qu'il connaissait, en engageant des poursuites judiciaires. Après la mort de Wanda, Bill déposa une plainte alléguant que le robot n'aurait jamais dû pouvoir accéder à sa zone de travail. La plainte pointait une défaillance des systèmes ou dispositifs de sécurité de l'usine, arguant que cette lacune avait directement contribué à la mort de Wanda. Selon la plainte, le robot de la section 130 aurait dû rester dans sa zone désignée et ne jamais tenter de charger un attelage dans un dispositif déjà occupé. Ce fut une défaillance de plusieurs systèmes de sécurité qui avait permis cette violation fatale. La plainte visait plusieurs entreprises responsables de l'automatisation de l'usine, y compris Prodomax, Flexengate, Fanuc, Nachi et Lincoln Electric. Bill accusait ces entités de négligence, arguant que ceux qui avaient conçu, construit, testé et surveillé les robots avaient échoué à garantir le bon fonctionnement des machines en toute sécurité. Il cherchait à comprendre ce qui avait mal tourné, à tenir les responsables pour coupables et à prévenir une tragédie similaire à l'avenir.
L'affaire était hautement inhabituelle, un rappel sombre des dangers potentiels qui se cachent dans le monde apparemment précis et contrôlé de l'automatisation industrielle. Les accidents mortels impliquant des robots étaient rares, faisant de la mort de Wanda l'une des premières à être signalée aux États-Unis. Cet incident soulignait l'importance cruciale de mesures de sécurité robustes et d'une surveillance vigilante dans les environnements où humains et machines travaillent côte à côte. Le 23 octobre 2023, Nicholas G. Marks, âgé de 40 ans, s'apprêtait à commencer sa journée de travail. Nicholas était laveur de vitres dans le centre-ville de Boston, nettoyant certains des plus hauts immeubles de la ville. Son travail n'était pas facile, et comme Nicholas et d'innombrables autres allaient bientôt le découvrir, il n'était pas non plus sans danger. À 40 ans, Nicholas G. Marks, qui vivait à East Weymouth, était un professionnel chevronné dans l'industrie du nettoyage de vitres. Il exerçait ce métier depuis plus de 20 ans. Il était très respecté pour son expertise et ses collègues se tournaient souvent vers lui pour demander des conseils. De plus, Nicholas était un père dévoué de 2 jeunes enfants. Son travail était risqué, mais l'expérience de Nicholas faisait de lui une personne extrêmement prudente en matière de sécurité. Mais lorsque le destin s'en mêle, il y a peu de choses que l'on puisse faire. Nicholas était employé par Sky Safety Incorporated, une entreprise basée à Boston et spécialisée dans les services de nettoyage de vitres en hauteur. L'entreprise existait depuis plusieurs années et se targuait de maintenir des normes de sécurité rigoureuses et d'offrir une formation complète à ses employés. Mais cette fierté était-elle justifiée? Ce lundi matin, Nicholas Marks travaillait sur un immeuble de bureau de 32 étages au 100 Summer Street. À un moment donné, il a tenté de passer sur sa chaise de Bosco, un dispositif utilisé pour suspendre une personne à une corde afin d'effectuer des travaux en hauteur. Il avait fait la même chose d'innombrables fois au cours de sa longue carrière, à chaque fois sans incident. Mais cette fois-ci, quelque chose de terrible s'est produit. Un composant essentiel de l'équipement de sécurité, une ligne d'ancrage, s'est rompue. Ensuite, la corde de sécurité de Nicholas s'est également rompue. Nicholas a chuté et a heurté le mur du parapet avec une telle force que son corps a causé des dommages visibles. Les autorités ont été immédiatement alertées par des témoins horrifiés. Plusieurs voitures de police sont arrivées sur les lieux, elles ont bouclé la zone avec du ruban jaune pendant qu'un détective prenait des photos de la scène. Des heures plus tard, la police a pu récupérer des preuves, une chaussure, un morceau de matériel de sécurité en plastique brisé et la chaise de Bosco de Nicholas. Une enquête de l'Occupational Safety and Health Administration, OSHA, a été immédiatement lancée. Cette enquête a révélé plusieurs violations alarmantes des règles de sécurité de la part de Sky Safety Inc. L'agence fédérale a émis des amendes totalisant 447 087 $ pour ce qu'elle a appelé des violations répétées, volontaires et graves des normes de sécurité. L'enquête a conclu que Sky Safety Inc. n'avait pas inspecté adéquatement les cordes et l'équipement pour détecter des dommages et des signes de détérioration avant chaque quart de travail. De plus, l'entreprise aurait dû retirer de l'utilisation les composants défectueux ou former correctement ses employés à l'inspection de l'équipement. Les conclusions de l'OSHA ont montré que la négligence de l'entreprise dans l'entretien et l'inspection des systèmes de protection contre les chutes avaient directement contribué à l'accident mortel. Sky Safety Inc. a également été accusé d'avoir utilisé des systèmes de descente, des cordes de sécurité et des longes qui n'étaient pas suffisamment protégés contre les dommages potentiels tels que les coupures et l'érosion et de ne pas avoir utilisé des ancrages certifiés pour le système de descente en corde. Mais Sky Safety Inc. a nié les allégations. L'entreprise a affirmé avoir dépensé des fonds considérables pour acheter du nouvel équipement de sécurité peu avant l'accident et a soutenu que Marks avait été rigoureusement formé au protocole de sécurité. L'entreprise a attribué l'accident à un danger imprévu. Le rapport de l'OSHA n'a pas corroboré la présence du danger métallique mentionné par Sky Safety Inc. L'entreprise disposait de 15 jours ouvrables pour se conformer aux citations émises par l'OSHA ou pour les contester. La perte de Nicholas G. Marks est un douloureux rappel de l'importance cruciale de la sécurité sur le lieu de travail, en particulier dans des professions à haut risque comme le nettoyage de vitres. Le 7 juin 2024, une tragédie a frappé Disneyland à Anaheim en Californie. Bonnie Mavis Lear, une employée dévouée depuis 24 ans, a succombé à ses blessures après un terrible accident impliquant une voiturette de golf. L'incident s'est produit dans une zone en coulisses du parc, loin des regards des visiteurs qui profitaient de leur journée. Ce matin-là, à Disneyland, l'agitation était typique d'une journée bien remplie.
Bonnie, âgé de 60 ans, travaillait dans les services aux membres du Club 33, un club privé de restauration situé à New Orleans Square, réputé pour son ambiance exclusive et son riche passé, ayant ouvert ses portes en 1967. Bonnie jouait un rôle essentiel dans l'équipe, veillant au bon fonctionnement des services du club. Ce jour-là, elle était passagère dans une voiturette de golf traversant une zone en coulisses près de Critter Country. Le véhicule, conduit par un autre employé, roulait à environ 30 km/h. Bonnie était assise sur un siège orienté vers l'arrière avec 3 autres passagers. Alors que la voiturette empruntait la route, elle a soudainement heurté une bosse ou un creux. En un instant, Bonnie a tenté de se stabiliser en saisissant la main courante. Mais la rampe, soit mal fixée, soit incapable de supporter la force soudaine, a cédé. Sans rien à quoi se raccrocher, Bonnie a été projetée hors de la voiturette en mouvement. Elle a atterri tête la première au sol, se fracturant le crâne sous le choc, ce qui a entraîné un grave gonflement cérébral. Les premiers secours ont été appelés sur les lieux vers 11h30. La police d'Anaheim et les ambulanciers sont rapidement arrivés et ont trouvé Bonnie inconsciente et grièvement blessée. Ils l'ont stabilisée et transportée d'urgence à l'hôpital local. Malgré leurs efforts, l'état de Bonnie est resté critique. Les médecins ont pratiqué une intervention chirurgicale d'urgence. Le jeudi matin, elle a été déclarée en état de mort cérébrale. Bonnie est décédée le lendemain, le 9 juin 2024. Ken Potrock, président de Disneyland Resort, a publié une déclaration émouvante exprimant ses condoléances et soulignant la douleur immense causée par la perte de Bonnie. Il a insisté sur l'engagement du parc à soutenir sa famille et ses collègues en ces temps tragiques, en veillant à ce qu'ils disposent de des ressources nécessaires. Des amis et collègues, comme Ray Delgado, une membre du personnel de Disney California Adventure, étaient dévastés. Ray a partagé les détails de l'accident sur les réseaux sociaux, appelant à la justice. Elle a évoqué les conditions dangereuses qui ont conduit à la mort de Bonnie, soulignant la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité. Le post de Ray a mis en lumière que la défaillance de la main courante était un facteur critique et que de tels incidents ne devraient pas être ignorés. L'accident a soulevé de sérieuses questions sur les pratiques de sécurité à Disneyland. La voiturette de golf était-elle correctement entretenue? Pourquoi la main courante a-t-elle cédé? Ces questions sont essentielles pour comprendre ce qui a mal tourné et pour prévenir de futurs accidents. La voiturette de golf, un moyen de transport courant dans les coulisses du parc, était censée être sûre. Cependant, la bosse sur la route, combinée à la main courante défectueuse, a créé un scénario mortel. La tentative de Bonnie de se stabiliser était une réaction naturelle, mais le soutien inadéquat a conduit à sa chute tragique. Le département de police d'Anaheim a confirmé qu'aucune drogue ni alcool n'était en cause et que le conducteur de la voiturette n'avait pas été blessé. L'enquête s'est concentrée sur les aspects mécaniques et opérationnels du véhicule dans le but de déterminer les éventuelles défaillances d'entretien ou de conception. La vie de Bonnie était intimement liée à la magie de Disneyland pendant 24 ans. Son dévouement au Club 33 et son rôle dans la création de souvenirs inoubliables pour les visiteurs étaient profonds. Sa disparition laisse un vide au sein de la communauté de Disneyland et son histoire souligne l'équilibre délicat entre la joie et la tragédie dans le cadre de l'endroit le plus heureux sur Terre. Le 20 janvier 2021, Robert McCarter, un chef d'équipe de 32 ans, opérait une plateforme élévatrice mobile, également connue sous le nom de MEWP, près de Longford-Macus, dans le Berwickshire, en Écosse. Bien que Robert ait une vaste expérience dans son travail, ce jour-là, il a négligé les protocoles. Cette décision lui a coûté la vie. Robert McCarter était un électricien expérimenté et dévoué avec 13 ans de service. Il travaillait pour Kelbray Rail Limited et était connu parmi ses collègues comme un employé consciencieux et enthousiaste. Originaire de Kincardine, Fife, Robert était passionné par son travail et un fervent supporter des Rangers. Le jour de l'accident, le 20 janvier 2021, Robert utilisait une plateforme élévatrice mobile, MEWP, pour travailler sur une nouvelle ligne électrique près de Winchester House, non loin de Longford-Macus. Il avait déjà utilisé cette machinerie auparavant. La MEWP est couramment utilisée dans le bâtiment pour accéder à des zones difficiles d'accès et nécessite une manipulation soigneuse, en particulier sur un terrain irrégulier. Robert déplaçait la MEWP vers un emplacement situé à environ 1,5 km au sud-ouest. Lui et ses collègues devaient suivre un itinéraire d'accès approuvé, mais quelque chose a poussé Robert à changer d'avis. Au lieu de suivre le chemin désigné, il a choisi un raccourci par une pente raide avec un dénivelé compris entre 22 et 23 degrés.
Il a été découvert par la suite que ce raccourci permettait à Robert de gagner environ 10 minutes. Mais ce contrat devait durer plusieurs jours, en ce sens, 10 minutes n'auraient pas fait de différence. On ignore pourquoi Robert a choisi de prendre ce raccourci. Cependant, on sait qu'il semblait initialement réussir à naviguer la pente. Mais sa chance a changé rapidement. Environ à mi-chemin, la MUWP a perdu de l'adhérence après être passée sur une zone surélevée de chemin de mouton, provoquant un glissement incontrôlable de la plateforme élévatrice. Le véhicule s'est ensuite retourné, faisant fonctionner ses chenilles, des chaînes métalliques liées autour des roues pour l'aider à se déplacer sur un terrain accidenté, comme des skis. C'est alors que Robert McArthur a perdu le contrôle du véhicule. Robert ne portait pas de ceinture de sécurité. Il a été projeté hors du véhicule et le camion est ensuite tombé sur lui, lui causant des blessures fatales à la tête. Bien que les services d'urgence soient arrivés rapidement, ils n'ont pas pu le sauver. Une enquête sur l'accident mortel a été menée au tribunal de Jedburgh pour examiner les circonstances entourant la mort de Robert. Le shérif Peter Patterson a présidé l'enquête et ses conclusions ont souligné 2 facteurs critiques qui auraient pu prévenir l'accident. Robert aurait pu survivre s'il avait porté sa ceinture de sécurité et suivi l'itinéraire d'accès approuvé. Le shérif Patterson a noté que le fait que Robert ne portait pas de ceinture de sécurité était un facteur significatif dans ses blessures fatales. S'il avait porté la ceinture, il serait probablement resté à l'intérieur du véhicule, survivant ainsi à l'accident. De plus, en prenant un raccourci sur un terrain raide et irrégulier, Robert a augmenté le risque de perdre le contrôle de la MUWP. Bien que l'itinéraire approuvé soit peut-être plus long, il était conçu pour minimiser de tels risques. De plus, l'enquête n'a révélé aucun défaut dans les systèmes de travail de Kelbrae Rail Limited. L'entreprise fournissait à tous les travailleurs, y compris Robert, des itinéraires d'accès clairs et approuvés. La décision de dévier de cet itinéraire semblait être uniquement celle de Robert. En outre, le shérif Patterson a suggéré que la personnalité de Robert aurait pu jouer un rôle dans l'accident. Bien qu'il fût un travailleur diligent, Robert avait également une attitude du genre « allons-y ». Les conclusions du shérif ont souligné que suivre les règles devrait être une priorité absolue, même pour les travailleurs expérimentés. Le 30 mai 2015, le soleil se leva sur Kailua Kona, à Hawaï, baignant le port de Honoko'au Small Boat dans une lumière dorée. Parmi les lève-tôt se trouvait le capitaine Randy Lenz, un pêcheur chevronné de 47 ans et capitaine de bateau. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans la pêche, Randy était une figure bien connue de la communauté de pêche sportive. Sa réputation reposant sur une combinaison de compétences, de détermination et de l'esprit chaleureux d'aloha qu'il partageait avec tous ceux qu'il rencontrait. Alors que le port commençait à s'animer, un événement rare se produisit, déclenchant la tragédie du jour. Au fond du port, un espadon fut aperçu, mesurant entre 1,20 m et 1,80 m de long, avec un rostre de près d'1 mètre. Les espadons, souvent surnommés les gladiateurs de la mer, se trouvent généralement en pleine mer et non dans les eaux abritées d'un port. L'apparition d'un poisson aussi puissant et imprévisible en ce lieu était des plus inhabituelles, attirant immédiatement l'attention des personnes à proximité. Randy, conscient de la rareté et de la valeur potentielle de cet espadon, saisit l'occasion. La chair d'espadon était prisée pour son goût et sa valeur marchande, et capturer un tel poisson serait un triomphe personnel et professionnel. Sans hésitation, il plongea dans l'eau, harpon à la main dans le but de capturer le poisson. Également étonné par cette apparition, l'un de ses coéquipiers commença à filmer la scène qui allait devenir le dernier moment de la vie de Randy. L'espadon, fidèle à sa nature, réagit violemment à l'intrusion. Le harpon toucha sa cible, mais la ligne s'emmêla rapidement dans une corde d'amarrage d'un bateau. Piégé et furieux, le poisson se déchaîna, transformant le port calme en une scène chaotique. Il se mit à tourner autour de la corde d'amarrage comme une balle de tetherball, créant un tourbillon de force dangereux et imprévisible. Dans un retournement de situation soudain et fatal, l'espadon changea de direction, son rostre acéré, devenant une arme mortelle. Il frappa Randy en pleine poitrine avec une force incroyable, le rostre pointu traversant muscles et os. L'impact fut dévastateur et Randy fut immédiatement sorti de l'eau par son équipage horrifié. Malgré leurs efforts frénétiques pour le sauver, pratiquant la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours, Randy fut déclaré mort à l'hôpital voisin. La nouvelle de la mort de Randy se répandit rapidement dans la communauté soudée de la pêche sportive de Kailua Kona. Le choc et l'incrédulité se mêlèrent au chagrin alors que ceux qui le connaissaient tentaient de comprendre comment un accident aussi improbable avait pu se produire. Les décès liés aux espadons étaient presque inexistants, rendant les circonstances de la mort de Randy d'autant plus incompréhensibles. Randy laissa derrière lui une famille dévastée par cette perte soudaine. Sa femme Rachel,
Sa fille de 21 ans, Kaya, et son fils de 8 ans, Austin, faisaient face à un vide inimaginable. La mort de Randy ne représentait pas seulement la perte d'un mari et d'un père, mais aussi celle d'un homme dont la générosité et l'esprit avaient touché de nombreuses vies. Malgré son apparence rude, Randy était connu pour sa gentillesse et sa volonté d'aider les autres, même lorsqu'il pouvait à peine se permettre de prendre un jour de congé. Son cousin, Bomboy Lanes, partagea des anecdotes sur la générosité de Randy, rappelant comment il engageait des conversations avec des inconnus et les invitait à se joindre à lui pour des barbecues, partageant son foyer et son cœur avec tous ceux qui croisaient. La communauté se rassembla pour pleurer la perte de l'un des leurs. Les pêcheurs qui avaient travaillé aux côtés de Randy et partagé les hauts et les bas de la vie en mer se réunirent tous pour se souvenir de lui. Ils parlèrent de sa compétence, de son courage, de son dévouement à son métier et de son inébranlable esprit d'Alosa. Ils reconnurent également les risques profonds associés à leur mode de vie. Des risques que Randy avait affrontés chaque jour. Que le coup fatal de l'espadon ait été intentionnel ou une réaction de panique restait incertain. Mais le résultat était là. La perte d'un grand pêcheur et d'un homme de cœur. En octobre 2017, Natalia Nemes était mère d'un jeune garçon et travaillait à l'usine de confiserie Slavianka à Stary Oskol en Russie. Ce mois d'octobre-là, Natalia était au travail comme d'habitude lorsqu'un événement terrifiant s'est produit. Lorsque ses collègues ont remarqué l'absence de Natalia, ils ont commencé à la chercher. Mais ce qu'ils ont découvert a choqué le monde entier. Natalia Nemes était une travailleuse dévouée et une mère aimante pour son fils de 10 ans, Ivan. Elle vivait dans la région de Belgorod Oblast et travaillait à l'usine de confiserie Slavianka, un employeur local important connu pour produire une variété de bonbons et de produits sucrés. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait arriver à cette femme. Sa famille, ses amis et ses collègues ont été choqués, peinant à accepter son sort. L'usine de confiserie Slavianka est un établissement bien connu à Stary Oskol, fournissant des emplois et des revenus à de nombreux habitants. L'usine possède de grands mélangeurs industriels et des cuves pour les douceurs, y compris le caramel. Bien que ces machines soient essentielles au fonctionnement de l'usine, elles sont également dangereuses si les employés ne reçoivent pas des instructions adéquates pour les entretenir et les utiliser correctement tout en suivant des protocoles de sécurité stricts. Le jour fatidique du 20 octobre 2017, Natalia avait pour tâche de nettoyer l'un des grands mélangeurs utilisés pour la production de caramel. Natalia a commencé à nettoyer, mais ensuite, quelque chose est arrivé. Elle est tombée à l'intérieur de la cuve. Pour aggraver les choses, à un moment donné, du caramel a commencé à couler dans la cuve de manière inattendue et il était en ébullition. Après un moment, les collègues de Natalia ont remarqué quelque chose d'anormal lorsqu'ils se sont rendus compte qu'elle était absente de son poste habituel. Quelques-uns d'entre eux ont commencé à la chercher, mais leur recherche s'est terminée dans l'horreur lorsqu'ils ont trouvé uniquement ses jambes dépassant de la cuve remplie de caramel. Leur pire crainte s'était réalisée, mais il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire pour sauver cette femme de 36 ans. Elle avait été bouillie vive sans émettre le moindre bruit, même pas un gémissement. Pour aggraver les choses, la cuve était équipée de lames conçues pour remuer le caramel. C'était un accident terrible, laissant un enfant sans mère. Le caramel a finalement été retiré de la cuve et le corps de Natalia a été récupéré. La nouvelle s'est répandue rapidement dans l'usine, mais la direction a tenté de couvrir l'accident. Ils ont menacé les employés de licenciement s'ils révélaient quoi que ce soit. Mais la vérité a fini par éclater. Les autorités ont rapidement pris connaissance de l'accident. Un journal local, le Komsomolskaya Pravda, a relayé l'histoire et a rapporté que la mort de Natalia était due à la température élevée du caramel qui peut dépasser largement le point d'ébullition de l'eau. Les travailleurs ont noté qu'aucun cri de détresse n'a été entendu, ce qui suggère qu'elle pourrait avoir perdu connaissance ou été autrement incapacitant avant de tomber dans le caramel. À la suite de l'accident, une commission du travail a lancé une enquête pour déterminer la cause exacte de l'incident et évaluer la conformité de l'usine avec les règlements de sécurité. Deux théories principales ont émergé. Soit Natalia a perdu connaissance à cause des températures élevées dans la zone de travail, ce qui l'a amenée à tomber dans la cuve, soit elle a trébuché et est tombée accidentellement. Les deux scénarios ont mis en évidence d'éventuelles lacunes dans les protocoles de sécurité de l'usine. L'enquête a révélé des détails inquiétants sur les pratiques de sécurité de l'usine. Les rapports ont indiqué qu'il s'agissait du troisième incident mortel à l'usine de confiserie Slavianka en un an, suggérant un schéma de négligence. De plus, la direction de l'usine a tenté de couvrir l'accident en menaçant les travailleurs de licenciement s'ils parlaient à la presse. La mort tragique de Natalia Nemes reste un mystère. Aucun détail supplémentaire n'est connu.
Ce que nous savons en revanche, c'est que Natalia n'a eu aucune chance de survivre à cet accident. Son fils, Ivan, a été pris en charge par la sœur de Natalia, Yulia. La mort tragique de Natalia Nemetz souligne l'importance cruciale des normes de sécurité rigoureuses dans les lieux de travail industriels. Zachary Freeman Muiz était un jeune pompier de 25 ans, originaire de Waterford en Ontario, dont la vie était marquée par une passion inébranlable pour son métier. Employé par Big Cat Wildfire, une entreprise basée à Summerland, Zachary travaillait pour une société privée sous contrat avec le service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique lors de sa première saison. Son dévouement et son désir de faire une différence étaient évidents pour tous ceux qui le connaissaient. Le 28 juillet 2023, Zachary se retrouva face à un incendie de forêt violent dans la région reculée de Donny Creek, au nord de Fort St. John. Le terrain était dangereux et le feu imprévisible, mais Muiz était déterminé à accomplir sa mission. Aux côtés de ses collègues, il lutta sans relâche pour contenir les flammes, faisant preuve du courage et de la résilience qui lui avaient valu le respect de ses pairs. La situation prit un tournant tragique lorsque le véhicule utilitaire tout-terrain, UTV, dans lequel il se trouvait, perdit le contrôle et dévala une pente raide sur une route de gravier. L'accident fut brutal et malgré l'intervention rapide de ses collègues, la gravité de ses blessures devint vite apparente. Muiz fut transporté en urgence par hélicoptère à l'aéroport de Fort St. John dans une tentative désespérée de sauver sa vie. Malgré les efforts acharnés de l'équipe médicale, il succomba à ses blessures pendant le transport. La nouvelle de la mort de Zachary provoqua un choc dans toute la communauté des pompiers et bien au-delà. Sa disparition soudaine fut un rappel poignant des dangers auxquels sont confrontés ceux qui luttent contre les incendies de forêt. Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, qualifia l'incident de tragédie énorme, un sentiment partagé par beaucoup qui ressentirent profondément cette perte. Les circonstances entourant la mort de Muiz déclenchèrent une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada, GRC, le service des coronaires de la Colombie-Britannique, WorkSafe BC et le service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique. Cette investigation visait à comprendre ce qui avait mal tourné et à prévenir la survenue d'une telle tragédie à l'avenir. En pleine période de deuil, la famille et les amis de Zachary devaient affronter la perte brutale et profonde d'un jeune homme qui avait encore tant à offrir. La cérémonie fut un hommage à son caractère et aux nombreuses vies qu'il avait touchées au cours de sa courte existence. Les larmes coulèrent librement alors que les orateurs partagèrent leurs souvenirs de Zachary, racontant des histoires qui mettaient en lumière sa gentillesse, son courage et son engagement inébranlable envers son travail. Parmi les intervenants se trouvait l'oncle de Zachary, Paul Cranch, un vétéran retraité de 40 ans de la police provinciale de l'Ontario. Cranch prit la parole au nom de la famille, partageant ce qui permettait au père de Zachary de tenir le coup, les souvenirs qu'ils avaient le créé ensemble et la fierté qu'il ressentait en sachant que son fils avait vécu son rêve. Malgré le chagrin immense, il y avait un réconfort à savoir que Zachary avait poursuivi sa passion avec tout son cœur. La famille publia un communiqué exprimant leur dévastation face à cette perte soudaine et tragique. Au milieu de leur chagrin, ils trouvèrent une manière d'honorer la mémoire de Zachary en lançant une collecte de fonds en ligne pour le programme Camp FACES de la Fondation canadienne de soutien aux incidents critiques. Cette initiative visait à soutenir les familles confrontées à la perte d'un être cher, reflétant ainsi la générosité et la compassion qui caractérisaient Zachary. Brendan Moreland, âgé de 35 ans, était régulateur de trafic, un métier avec ses propres défis et dangers. Le 26 octobre 2021, Brendan se réveilla et suivit sa routine habituelle. Il enfila son équipement de travail à haute visibilité, lassa ses bottes robustes et se prépara pour une nouvelle journée de travail, ignorant que ce jour marquerait la fin de sa vie. Brendan arriva à son poste sur la Bruce Highway à Mackay, dans le Queensland, prêt à assurer un flux de circulation sûr et efficace. Son rôle consistait à déplacer les cônes de signalisation et à diriger les véhicules, une fonction essentielle nécessitant vigilance et précision. Malgré les risques inhérents, Brendan était fier de son travail, conscient de son importance pour prévenir les accidents et garantir la sécurité des travailleurs et des conducteurs. La matinée se déroula comme d'habitude, avec Brendan accomplissant ses tâches avec diligence. Alors qu'il déplaçait les cônes le long de l'autoroute, une voiture surgit à toute allure. Dans un tournant tragique et imprévu, le véhicule heurta Brendan violemment. L'impact fut soudain, projetant Brendan au sol. Le conducteur ne s'arrêta pas et continua sa route à toute vitesse, laissant Brendan gravement blessé sur le bitume. Les services d'urgence furent appelés sur les lieux, mais malgré leurs efforts, les blessures de Brendan étaient de trop graves.
Il fut déclaré mort sur place, sa vie fauchée par un acte insensé de délit de fuite. La nouvelle de sa mort provoqua une onde de choc parmi sa famille, ses amis et ses collègues, qui furent plongés dans le deuil suite à cette perte brutale. La police lança immédiatement une chasse à l'homme pour retrouver le conducteur. Le Toyota RAV4 impliqué dans l'incident devint l'objet d'une recherche intensive. L'inspecteur Ian Houghton, chargé de l'enquête, coordonna les efforts pour retrouver le véhicule et arrêter le conducteur. Quelques heures plus tard, la voiture fut retrouvée à Mackay et le conducteur, un homme de 28 ans, fut arrêté après avoir également été reconnu coupable de vol de véhicule. Le casier judiciaire du suspect était lourd. Il fut inculpé d'une accusation d'opération dangereuse d'un véhicule ayant causé la mort, de 3 chefs d'accusation d'utilisation illégale d'un véhicule à moteur, de 2 chefs de conduite sans permis et d'un chef de cambriolage. La gravité de ces actes et la nature insensée de la mort de Brendan laissèrent la communauté sous le choc. La mort prématurée de Brendan suscita un flot d'hommages et de condoléances de la part de tous ceux qui le connaissaient. Sa famille le décrivit comme un individu gentil et attentionné qui plaçait toujours les autres avant lui-même. Il avait une nature douce et un sourire chaleureux capable d'illuminer une pièce. Ses amis se rappelaient de sa loyauté et de son soutien indéfectible. Les collègues de son lieu de travail se souvenèrent de Brendan comme d'un travailleur dévoué et consciencieux. Il abordait son travail avec un professionnalisme qui imposait un standard élevé à ceux qui l'entouraient. Sa perte fut profondément ressentie par ceux qui avaient travaillé à ses côtés, partageant les défis et les succès quotidiens de leur profession exigeante. Les jours qui suivirent la mort de Brendan furent marqués par le chagrin et la réflexion. Une cérémonie commémorative fut organisée pour honorer sa mémoire, à laquelle assistèrent sa famille, ses amis et ses collègues. Le service fut un hommage triste, mais sincère, à un homme dont la vie avait été consacrée au service des autres. Les éloges funèbres racontèrent des anecdotes sur la gentillesse de Brendan, son sens de l'humour et son dévouement inébranlable envers son travail et ses proches. À la suite de la tragédie, la sécurité des régulateurs de trafic fit l'objet d'une attention renouvelée. La mort de Brendan mit en lumière les risques liés à ce métier et la nécessité de renforcer la protection de ceux qui travaillent sur les routes. Les discussions sur des règlements plus stricts et des mesures de sécurité accrues prirent de l'ampleur, portées par un désir collectif de prévenir une telle tragédie à l'avenir. Nous sommes le 15 janvier 2024 à Dysart, dans le Queensland. Un mineur de charbon de 27 ans, Luke O'Brien, venait de commencer son quart de travail à la mine de charbon Saraji South, exploitée par BHP Mitsubishi Alliance. Luke était connu pour sa passion pour l'exploitation minière et les courses de vitesse. Il partageait souvent ses aventures sur les réseaux sociaux et aimait passer ses week-ends avec ses amis au Mojos. Ce jour-là, cependant, sa tâche habituelle s'est transformée en tragédie. Aux alentours de midi, Luke et un collègue remorquaient un camion-citerne B-double bloqué. Luke se tenait entre la plateforme d'un véhicule utilitaire léger et le pare-buffle du camion-citerne. Dans une tournure soudaine et tragique, le véhicule a reculé, écrasant Luke contre le camion. L'incident s'est produit vers midi, les services d'urgence ont été immédiatement appelés, les ambulanciers sont arrivés vers 13h30 et ont transporté Luke d'urgence à l'hôpital de Dysart. Malgré tous les efforts pour le sauver, les blessures de Luke étaient trop graves et il est décédé plus tard dans la soirée. La nouvelle de la mort de Luke s'est rapidement répandue dans toute la communauté minière. Resource Safety and Health Queensland a lancé une enquête approfondie. Rob Jukic, le directeur des opérations de RSHQ, a exprimé ses plus sincères condoléances et a confirmé qu'une enquête a été immédiatement ouverte après avoir été informé. Il a mentionné que plusieurs enquêteurs et inspecteurs de l'unité d'enquête sur les incidents graves et de l'inspectorat des mines de charbon collaborent étroitement avec BMA pour déterminer la cause de l'incident. La police du Queensland a également rejoint l'enquête, préparant un rapport pour le coroner. Les opérations à la mine de Saraji ont été immédiatement suspendues pour permettre à l'enquête de se dérouler et pour donner aux travailleurs le temps de réfléchir à la mort de leurs collègues. La mort soudaine de Luke O'Brien a choqué les communautés minières locales et au-delà. Le Queensland Resources Council et le syndicat des mines et de l'énergie ont publié des déclarations exprimant leurs condoléances et s'engageant à découvrir les causes de la tragédie. Judy Bertram, PDG par intérim du Queensland Resources Council, a exprimé sa profonde sympathie pour la famille qui traverse une perte inimaginable, ainsi que pour les amis, collègues et premiers intervenants concernés. Elle a affirmé le soutien du Conseil à tous les efforts visant à prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Le syndicat des mines et de l'énergie a exprimé sa profonde tristesse après cet incident tragique, déclarant leur dévastation face à la perte d'un mineur de charbon qui ne rentre pas chez lui après son quart de travail.
Des inspecteurs de la sécurité du syndicat ont été déployés pour garantir une enquête approfondie et recommander des mesures pour prévenir de futurs incidents. Luc était plus qu'un simple mineur pour ceux qui le connaissaient. Sa famille, ses amis et ses collègues ont exprimé leur chagrin et partagé des souvenirs sur les réseaux sociaux. Sa mère, Yvette O'Brien, a parlé d'un cœur brisé par la perte de son fils. Son père, Terence O'Brien, a quant à lui posté sur la douleur de perdre son plus jeune fils après l'incident à la mine de Saraji, remerciant tous ceux qui ont offert leur soutien pendant cette période difficile. Glenn Payne, un ami des années scolaires de Luc, a partagé avec 7 News que Luc adorait les courses de vitesse, une passion qu'il partageait avec son père. Scotty Wedmeyer, un mécanicien de chantier, a pleuré la perte de leurs rencontres aux Mojos et sur la mine et au camp. Mick Ville, propriétaire de Ville Industrie, se souvenait de sa rencontre avec Luc, le décrivant comme l'un des meilleurs et se rappelant des moments de camaraderie lors de tâches difficiles. McCosker Gladstone Speedway a rendu hommage à l'enthousiasme de Luc pour les courses, notant qu'il concourait dans sa berline modifiée sur leur piste et qu'il était connu pour être un individu respectueux et apprécié. Ils ont exprimé que son décès représente une perte significative pour la communauté des courses, soulignant qu'il manquera profondément. O'Brien a souligné les dangers inhérents à l'exploitation minière et a déclenché un nouvel accent sur la sécurité dans l'industrie. Le président des actifs de BMA, Adam Lancet, a exprimé ses plus profondes sympathies et a souligné l'importance de la sécurité au travail, reconnaissant l'impact profond de la perte sur la famille, les amis et les collègues de Luc. Le ministre des Ressources du Queensland, Scott Stewart, a abordé les implications plus larges de la tragédie, soulignant les attentes en matière de sécurité des travailleurs. Il a décrit l'incident comme un rappel déchirant des risques inhérents à l'exploitation minière, mettant l'accent sur l'importance des efforts continus pour garantir que les travailleurs rentrent chez eux. L'industrie est déterminée à mettre en œuvre des mesures significatives pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Mitch Hughes, président du district syndical, a promis une enquête approfondie, soulignant la détermination du syndicat à scruter chaque détail pour comprendre les circonstances de l'incident et élaborer des stratégies pour prévenir de futurs décès et blessures.